Ben, bonsoir, merci d'être venu, c'est vraiment gentil. Là, je sais pas, je parle même pas devant le micro. T'es pas mal grande, toi. Oui, oui, je suis Ouais. grande, moi, c'est ça. Je suis habitué avec ma chanteuse qui est. Faut que j'y mette tout le temps le micro plus bas. Ok, je me tiens comme ça. Tu Bon, peux t'approcher un peu. merci, merci beaucoup, merci. Ben, merci à tout le monde d'être venu, c'est vraiment gentil. Finalement, c'est ça, comme je disais tantôt, je sais même plus de qu'est-ce que je vais vous parler. Il me semble que je vous ai tout raconté. En tout cas, je vais commencer par le commencement. Dans le fond, moi, je suis une fille qui est bien ordinaire, mais qui a vécu des choses extraordinaires. Faire durer le suspense un peu. Donc, je me considère une personne comme vous autres. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé exactement, mais à l'âge de 12 ans, au-dessus de chez moi est demeuré stationné un ovni. Donc, un objet volant non identifié, une soucoupe volante, on peut appeler ça de différents noms. Mais c'est demeuré stationné au-dessus de notre maison pendant environ une demi-heure. Et puis, à la suite de ça, euh, moi, j'étais dans ma chambre d'enfant et la fenêtre était ouverte parce que c'était l'été, il faisait très chaud. Et donc, j'entendais ma mère et ma sœur parler de ça dans la cuisine. Ça m'a réveillé, le chien jappait et tout ça. Et puis là, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose. Je leur ai posé la question. Et puis là, c'est là qu'ils m'ont dit non, non, ça doit être une moufette qui passe sur le terrain, rendors-toi, tout ça. Puis moi, ben, j'ai 12 ans, je suis énervée, puis je vais être dur à recoucher. Ça fait que là, ils me disent c'est rien, mais moi, à cet âge-là, énervé comme je suis, ben, c'est sûr que j'y vais. Fait que je suis pour me lever, pour aller les rejoindre. Et puis finalement, ma chambre est devenue toute blanche illuminée. C'était très, très, très blanc partout, partout, partout. Pareil comme si la lumière venait euh, de partout à la fois. Il n'y avait aucune ombre, il y avait... c'était comme un gros spot lumineux, ça venait pas de la fenêtre. Parce que j'étais jeune, je me suis posé la question, coudonc, c'est-tu déjà le matin? Je me suis endormie, je viens de me réveiller, c'est quoi qui se passe? Non. Pourtant, j'entendais encore ma mère, ma soeur parler, le chien japper, ma chambre était toute blanche. Puis là, tout d'un coup, c'est le blackout. Pour moi, ça se termine là. Pas plus compliqué que ça. Le lendemain, je me réveille, j'ai un Moses de mal de jambe. Mais j'ai vraiment mal aux jambes, terrible. Là, j'entends ma mère, mon père, ma soeur parler dans la cuisine. Je m'en vais les rejoindre. Ils parlent de justement cet événement-là. Ma mère et ma soeur discutent de ça, puis ils disent que justement, t'as-tu vu ça? Là, ils parlent de ça avec mon père. C'était incroyable, t'aurais dû voir ça. Il y avait une soucoupe volante au-dessus de la maison, resté une demi-heure en place, sans bouger du tout. Après une demi-heure, c'est parti à la vitesse de la lumière. Pendant qu'elle était là, il y avait des faisceaux lumineux qui, euh, qui, qui tournaient en rond tout le tour, qui encerclaient tout notre terrain, puis qui est quand même assez grand, de 50 000 pieds carrés. Fait que là, ma mère a dit, j'étais pour appeler la police, sauf que là, je voulais pas quitter ça des yeux, je savais pas c'était quoi, puis j'étais fascinée. Et puis moi, ben là, je suis là, puis je prends la parole, mais avez-vous vu la lumière blanche? Quelle lumière blanche? Ben la lumière blanche, ma chambre était toute blanche, toute illuminée comme en plein jour, vous avez dû voir ça. Ah non, c'était noir dehors, il y avait juste les faisceaux lumineux autour du terrain, mais c'était très noir dehors. Ben, je dis, voyons donc, vous avez pas vu ça, ça se peut pas. En tout cas, ça se poursuit un peu comme ça. Puis là, je dis, mais comment ça se fait que je vous parlais, puis tout d'un coup, je vous parlais plus? Là, bah, ils ont dit, t'as dû te rendormir. Je dis, ben oui, c'est ça, je me serais rendormi. À 12 ans, c'est impossible, là. Moi, j'étais énervé comme 10, puis je le suis encore d'ailleurs. Tu sais, non, je serais allé les rejoindre. C'est que ça s'arrête comme ça. Et puis, j'ai mal aux jambes. Ce mal de jambes-là va me poursuivre jusqu'à peu près l'âge de mes 16 ans. Les médecins qui m'ont rencontré ne savaient pas ce que c'était. Il y en a un qui s'est avancé en disant ça doit être une poussée de croissance phénoménale. Mais encore là, il n'y avait jamais vu des poussées de croissance qui donnent tellement mal que je faisais de la fièvre. Ça m'empêchait d'aller à l'école. Ça a duré vraiment, là, comme je vous dis, jusqu'à l'âge de mes 16 ans, sans aucune explication. Un peu plus tard aussi, je me suis mis à avoir des bosses qui me poussaient à mes deux talons de pied en même temps. Les deux côtés, identiques, les mêmes genres de bosses.
Puis à ce moment-là, il y a un spécialiste rhumatologue de Cowansville qui m'a vu, puis qui a diagnostiqué des exostoses, des excroissances osseuses extraordinaires, parce qu'il dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de phénomène sur 2 pieds à la fois, identiques et sans aucune raison médicale, parce que ces excroissances-là, ça a toujours une raison médicale. Donc ça, ces excroissances-là, ils me les ont enlevées à l'âge de 18 ans parce qu'ils ne voulaient pas m'opérer tant que ma croissance n'était pas terminée. J'en ai souffert un coup. J'étais plus capable de me chausser à la fin. Et puis, toujours est-il que là, je retourne à 12 ans, mais à l'âge de 12 ans, à la suite de ce qui m'est arrivé, que la soucoupe volante est demeurée au-dessus de chez nous pendant une demi-heure, ce même été-là, moi, alors que je jouais avec mes petites amies dans la piscine creusée, on se relaxait, moi je me laissais flotter la figure dans l'eau, et puis tout d'un coup, quand le besoin de respirer est arrivé, il est arrivé comme une espèce de déclic, puis je me suis mis à respirer en dessous de l'eau. Je m'excuse, ça brasse des émotions. Ça brasse un petit peu d'émotions. Et puis, c'est ça. Donc, je me suis mis à respirer en dessous de l'eau. C'était un moment qui était vraiment... c'était comme l'extase. J'étais comme en... C'était un bien-être incroyable. C'était un moment d'amour... c'est comme si je fusionnais avec mon esprit supérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais comme dans un état incroyable de... C'était beau, c'était tout amour, c'était l'extase. Et puis, jusqu'à temps que mes amis se rendent compte que, coudonc, qu'est-ce qui se passe, ça sort pas de l'eau. Puis là, ils me sortent de l'eau. Et puis après ça, ben là, je faisais attention quand ça m'arrivait, parce que moi, ça m'arrivait pas sur commandement. Donc, c'est pas... Bonsoir. Donc, ça m'arrivait pas sur commandement. Quand arrivait le déclic, c'était jamais parce que je l'avais commandé, c'était jamais parce que je l'avais demandé. Ça ne dépendait pas de moi, puis je ne gérais rien de tout ça. Donc le déclic arrivait parce que j'étais dans un beau moment de baignade et tout simplement le déclic se reproduisait et je me remettais à respirer sous l'eau. Et ça m'est arrivé jusqu'à l'âge de mes 30 ans de pouvoir respirer sous l'eau aussi longtemps que je le voulais. C'est niaiseux à dire, là. C'est vraiment incroyable de divulguer ça au grand jour comme ça, parce que moi, j'aurais jamais cru de divulguer ça non plus au grand jour comme ça. Et puis, mais c'est pas les seules choses, c'est pas la seule chose, quoique c'est la plus extraordinaire qui me soit arrivée. Par la suite, je me suis mis aussi à avoir des expériences paranormales. Donc, dans le fond, des fois, c'est terrifiant. Pareil comme de parler aux morts, des objets qui se déplacent, de la formation d'un vortex dans notre garde-robe à moi et Guy. Un vortex de glace qui s'est fait tout d'un coup. On m'a sauvé d'une mort certaine alors que j'étais vraiment censé mourir à plusieurs reprises. J'ai eu souvent des visions aussi. Depuis l'âge de 12 ans, je suis aussi sous protection spéciale et extraordinaire. Mais vous allez tout voir ça dans mon livre. Il m'arrive aussi de faire des sorties extracorporelles. J'ai même une photographie qui s'est transformée. Donc là, je pourrais vous en dire plein. Mais je vais laisser le suspense. Je vais vous laisser lire mon livre. Et puis, c'est ça. Mais en réalité, pourquoi je fais partie de cette collection-là? C'est parce que Jean Cazot, lors d'une rencontre assez spéciale, j'ai été poussée à aller le rencontrer. Jean Cazot, c'est le plus grand ufologue au Québec depuis 55 ans. Il est connu vraiment beaucoup. Et puis, je me suis sentie vraiment poussée à aller le rencontrer à une conférence que lui donnait. Et quand il a fait sa conférence, puis qu'il a parlé de lui, ce qu'il a vécu à l'âge de ses 16 ans, alors qu'il a eu une expérience lui aussi ufologique, il appelle ça l'anneau d'ambre. Donc, lui, il a un anneau qui est arrivé au-dessus de sa tête, et puis à l'âge de 16 ans, la veille, il se qualifiait de cancre à l'école, et le lendemain, il était devenu un savant incroyable dans le domaine ufologique, à un tel point que des scientifiques de partout de la planète lui demandaient conseils, des conférences, il passait à la radio, à la télévision, il a fait des livres, il a fait 25 livres, et lui, son aventure, elle s'est toujours poursuivie comme ça.
parce que souvent, lui, à ce moment-là, il fusionne avec son esprit, puis c'est quelque chose d'autre qu'il reçoit comme message, puis il écrit sur le domaine de l'ufologie, mais c'est pas nécessairement lui qui avait cette connaissance-là, parce qu'avant l'âge de 16 ans, il avait zéro connaissance. Donc, quand il a tout expliqué ça, puis que j'ai pris connaissance de ça, ça a brassé quelque chose en dedans. C'est vraiment venu me chercher. Là, c'est là que je me suis dit, oh, je sais pas, il y a quelque chose là. Mais je savais même pas quoi. Là, quand on est sorti de la conférence, j'ai dit à Guy, il faut que j'aille y parler. Mais je savais, là, je dis, je parle-tu de la soucoupe volante au-dessus de notre maison? Il me semble que c'est bien niaiseux de dire ça, mais il fallait que j'aille y parler, mais je ne savais pas si c'était ça ou quoi. Puis là, il y avait plein de monde autour de lui qui venait serrer la main, tout ça. Je dis, bon, on va le laisser tranquille, je vais m'en aller. Puis là, le lendemain matin, c'était vraiment, là, ça me lâchait pas. Et là, j'ai dit, je vais aller voir son site Internet. Je suis allée voir son site Internet, j'ai trouvé son courriel. Là, je lui ai écrit. Puis là, j'y ai tout déboulé. Ça, tout d'un coup, c'est tout venu clair dans ma tête. J'y ai dit la soucoupe volante au-dessus de la maison. Là, j'y ai dit que j'ai respiré en dessous de l'eau. J'y ai raconté plein de faits de ma vie. Une demi-heure après, j'ai reçu son courriel me disant, toi, je te veux à mon émission. Viens passer 2 heures avec moi sous le couvert de l'anonymat si tu veux, si tu te sens pas à l'aise. Mais je veux que tu viennes. Lui, il faisait une émission radiophonique qui s'appelait Les Faits maudits à CJMD 96.9 à Québec. Et puis, on est monté, moi et Guy. Puis, donc, j'ai passé 2 heures avec lui où j'ai tout raconté ça. Puis là, c'est là qu'on a compris, autant Jean que moi, qu'il y avait comme une corrélation entre le fait d'avoir vécu quelque chose du domaine ufologique et le fait de vivre des événements paranormaux dans ma vie par la suite qui n'arrêtaient pas de s'enchaîner, tu sais. Mais quand je vous dis ça, je vous dis pas que je vis du paranormal à tous les jours, là. Des fois, je peux être 1 an sans rien vivre. Comme des fois, je peux être 2 ans sans rien vivre, puis des fois, je peux en vivre 3 en ligne. Tu sais, c'est jamais pareil parce que moi, je commande rien. Je ne demande rien, je commande rien. Vous ne me verrez jamais faire des séances de médium de quelque chose. Non, ça se commande pas. Peu importe que je parle aux morts ou même que vous me demanderiez, Chantal, peux-tu parler avec mon mort? Non, je peux pas faire ça, ça se commande pas. Moi, c'est quand ça m'arrive, je reçois le message, c'est quand tu sais, mais ça vient de l'extérieur, mais c'est pas moi qui décide ça nécessairement. Donc là, je sais pas où est-ce que je t'ai rendu. Ben, c'est ça, avec Jean. Bon, là, c'est ça avec Jean. Fait que là, j'ai été à son émission. Et puis, en sortant de là, il m'a dit, toi, il faut que tu écrives un livre. J'ai dit, oh non. Oh que non. Oh non, non, non. J'ai dit non. Tu vois, je suis venue ici sous le couvert de l'anonymat total et ça va rester comme ça. On a continué de correspondre par courriel. Là, à peu près à tous les 6 mois, il me revenait. Chantal, pense-y. Puis là, il est capable de convaincre Jean Cazot. Hein, il a un fort caractère, puis quand il veut quelque chose. Et puis là, finalement, je dis, OK, je vais le faire. Mais je vais le faire comme un roman. Comme ça, je vais m'en laver les mains, ça va être la même histoire. Tout va être là, ça va faire un maudit bon roman. Il m'a laissé aller. Il n'a pas dit un mot. Il m'a laissé aller. Il m'a laissé commencer. M'avancer. Quand j'ai été rendue assez loin, il a dit, bon, là, fille, on est rendu à l'étape que faut que tu mettes ça sous ton vrai nom. Et là, je dis, oh non, non, tu m'as laissé faire tout ça pour rien. Je le ferai jamais, je te l'ai dit, je ferai pas ça. Puis finalement, ben, il a fini par me convaincre. Parce que j'ai compris aussi que c'est vraiment important que les gens qui ont vécu des choses comme moi, comme Nicole ici, qui est la prochaine à apparaître son livre, que c'est vraiment important que les gens se reconnaissent parce que qu'on soit un expérienceur comme nous autres ou qu'on le soit pas, peu importe, il y a tout un côté de l'invisible qui existe. Il y a un côté qui est fascinant, qui est là, qui reste à découvrir, puis qui est vraiment important de découvrir. Puis la plupart, de toute façon, des gens qui ont vécu des expériences du domaine du ufologique, ils occultent ça. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils ont vécu quelque chose. C'est un vague souvenir, comme moi, c'était ma chambre blanche, puis pouf, c'était le blackout, tu sais. Mais ils s'en rendent même pas compte vraiment, comme moi, je m'en étais même pas rendu compte avant que je passe à l'émission de Jean, puis que tout d'un coup, on met tout ça bout à bout, puis ben tabarnouche, on met la main sur quelque chose, tu sais.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben crime, moi aussi j'ai envie des choses, puis j'ai jamais osé le dire, mais je fais telle affaire, j'ai fait telle affaire, ou peu importe, tu sais, parce que moi j'aurais jamais parlé de ça. Mais en tout cas, je pense que ça va ouvrir les yeux, ça va ouvrir tout un côté qui reste à explorer. Je pense qu'on est dans une ère aussi où, euh, voyons, comment que je dirais bien ça, donc l'évolution tend vers là aussi. On évolue en tant qu'être humain toujours, de plus en plus. Puis je pense qu'on est vraiment rendu là. Donc, avant de passer à la lecture de petits passages de mon livre, je vais laisser mon bon ami Jean-Bruno Gagnon vous présenter quelque chose de vraiment exceptionnel parce que Jean Bruno, c'est vraiment un créateur, un artiste, un alchimiste comment je pourrais bien dire ça, donc de musique de l'âme, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait comme ben, c'est dur, c'est tellement dur à expliquer que je pense que je vais te laisser le micro pour le dire, parce qu'il a créé quelque chose inspiré de mon histoire. Je vais laisser la parole à mon ami Jean-Bruno Gagnon qui va vous présenter sa création inspirée de mon histoire. Merci, Chantal. Alors moi, je m'appelle Jean-Bruno Gagnon, je suis compositeur, orchestrateur et aussi vidéaste. Alors, moi, l'histoire de Chantal m'a énormément touché. Pas au niveau du fait qu'elle respire sous l'eau. Moi, je suis habitué à ces choses-là. Je suis bien avec ça. Je suis très confortable. J'ai été moi-même un extraterrestre dans ma famille. Alors, j'ai pas de misère à ces choses-là. Ce qui est venu me chercher, c'est son expérience de heurt, que j'appelle un heurt spirituel qu'elle a eu, où est-ce qu'elle a perdu son don. Ça, c'est vraiment venu me chercher. L'année passée, juste à la fête des mères, j'ai fait un rêve, parce que moi, la manière que je compose, ça vient toujours de mes rêves, sauf que 99% du temps, il y a de la musique qui joue dans mes rêves, et puis je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte, la musique arrête et ça me réveille. Puis dès que je suis réveillé, j'arrive pas à saisir la musique qui est là. Il y a des événements qui se passent, j'arrive d'un magasin, il y a un piano, j'embarque sur le piano, je me mets à composer, ou je vois sur un ami, et là je dis « Oh! » Hey, ça jouait il y a un mois dans tel rêve. Puis là, je me souviens du rêve, je me souviens de la musique. Puis sinon, j'ai pas moyen de me souvenir des musiques. Il y a des exceptions. Et il y a un an, à la fête des mères, il y a eu une exception. Que la musique, elle jouait, je me suis trouvé en situation de semi-réveil. Vous devez comprendre un peu ce que c'est. Et là, j'avais accès à la mélodie. Ça a donné que mon clavier n'était pas branché, j'avais emprunté, ça rallonge. Puis c'est une bonne affaire, parce que si je serais arrivé sur le piano, j'aurais joué une note, j'aurais scrappé là, le souvenir, là, ça aurait disparu. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à le chanter. Fait que là, j'ai allumé le piano, puis je suis arrivé les doigts directement à sa bonne note. Ma chanteuse, qui est Ève Sano-Gélina, qui a une voix d'ange, j'y raconte l'histoire de Chantal. Elle me dit « Ah, ce serait beau avoir une pièce qui s'appelle le chant de la sirène. » Moi, ça a fait un clic dans mon esprit. Quand j'ai vu l'histoire de Chantal, le lien s'est fait. Fait que j'ai commencé à orchestrer, mais je procrastinais sur l'orchestration. Et là, j'ai eu un concert il n'y a pas longtemps, et j'ai eu un choc un peu spirituel. Parce qu'habituellement, moi, faire une orchestration à temps plein, ça me prend une semaine. Là, elle était à moitié faite. J'avais la voix de Ève qui m'avait fait des tracks extraordinaires, dont une. Habituellement, je prends plusieurs de ces tracks, puis j'arrange une mélodie. Là, il y a une de ces tracks qui était parfaite. J'ai pratiquement pas touché, ce qui n'était jamais arrivé. Et puis là, après ce choc-là, j'ai dit à Ève, j'ai dit, garde, je rentre en processus, il y a une clé de guérison. Là, je ne savais pas que c'était cette pièce-là du tout. Je n'ai pas fait de lien. Je ne sais pas quelle pièce que je vais faire, mais il y a de quoi qui est en train de se passer. Je me rends compte que je suis en processus. Et là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis, je me lève le matin. Tout ce que je pouvais faire, c'était écrire. Moi, quand je compose, toutes les musiques ils ont comme intention d'inspirer l'auto-guérison. Mais pour certaines pièces, ils viennent avec un processus. Et ça, c'est un processus intense, soit avec moi-même, soit avec une personne ou avec la communauté. Ça arrive une fois à peu près tous les 3 mois. Là, j'étais dans un processus. Je me suis levé le matin, je me suis mis à écrire. Habituellement, ça me prend 2 jours écrire un processus. Ça me prend une semaine finir une orchestration.
puis ça me prend une semaine de faire la vidéo, puis ça me prend 2 jours pour publier tout ça. Cette journée-là, à 1h du matin, tout était fait. La composition, écrit de processus, le vidéo fait, puis c'était le chant de la sirène que j'ai complété. Et j'ai envoyé ça à Chantal, j'ai envoyé ça sur Facebook, partout. Puis là, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais en douleur. Pour vous expliquer la douleur que j'ai dans un processus, c'est comme un mal de dents dans l'âme. Une fois que j'ai fini d'écrire le processus, toute la douleur était partie, j'avais plus rien. Là, je savais que je devais publier. Avec des fautes, pas de fautes, je m'en foutais. Mais j'ai livré, puis j'étais libéré. Alors, puis bon, Chantal, elle voulait que je présente le petit vidéo. Alors, là, je pense que tu voulais dire quelque chose avant que je présente. Je voulais juste dire, voyez-vous, quand je parle qu'il arrive des fois des petites affaires, là, ça peut être des affaires bien niaiseuses, bien banales, là, mais le matin que Jean Bruno m'a envoyé le chant de la sirène, ce matin-là, mon système d'alarme de feu s'est mis à partir. Puis il est neuf, il n'y a rien de spécial, puis il fonctionne très bien. Puis là, il faisait bip, bip. Puis là, je dis, bien voyons, là, j'ai lâché le chant de la sirène, je suis monté voir ça. Là, je l'ai défaite, je dis, hein, c'est un électrique qui est branché dans l'électricité, coudonc. Tu sais, là, je l'ai laissé sonner comme ça, je suis retourné au chant de la sirène, ça l'a arrêté. C'est juste des fois, c'est juste des petites niaiseries comme ça, tu sais. Parfois, c'est des choses plus extraordinaires, comme j'ai écrit dans mon livre. J'ai été puiser celles qui sont le plus spectaculaires, si on veut. Mais des fois, c'est juste des petites banalités comme ça, mais qui font dire... Là, je dis, oh, Jean-Bruno, tu viens. Tu viens à mon lancement. Il faut vraiment que tu viennes montrer ça.
C'est vraiment magnifique. Hein? Merci beaucoup d'être venu. Donc, dans les passages que je vais vous lire, dans le fond, juste à noter que il y a plusieurs personnes dont le nom ont été changés pour préserver leur anonymat. Les seules personnes qui ont leur vrai nom, dans le fond, c'est mon père, ma mère, Guy, mon conjoint, Jean Cazot, mes enfants, ma sœur. Mais tous les autres personnages, dans le fond, mes amis, mon ex, peu importe, j'ai changé leur nom parce que je voulais pas avoir nécessairement leur consentement légal. Donc, je vais commencer par vous lire intégralement l'événement ufologique qui s'est produit en 1978, puis qui a transformé ma vie. Je ferme les yeux et fusionne avec mon lointain passé pour vous raconter la nuit qui m'amena à devenir une sirène et changea ma destinée. Au moment des faits, je ne me souviens pas d'avoir autant souffert de la chaleur à Grimby qu'en cette bouillante nuit de l'été de mes 12 ans, soit 1978. Dès la fin du calendrier scolaire, ma famille tourne sur l'horaire opposé des autres. Pour notre inconfort, mon père vient de lancer sa compagnie de nettoyage d'édifices publics depuis peu, et ambitieux, il travaille 16 heures par jour, parfois même les week-ends. Il n'arrive à la maison qu'au petit matin. Évidemment, mon père ne désire qu'une chose, dormir en toute quiétude jusqu'à 13 heures, ce qui nous oblige, ma mère, ma sœur et moi, à subir son rythme de vie. Pour ma part, je me couche invariablement quelques heures avant ma mère et ma sœur Francine, âgée de 17 ans. La plupart du temps, je n'ai pas sommeil et m'efforce d'étirer le temps à seule fin de retarder l'instant où, par manque de choix, je m'assoupirai. Cette nuit-là, je saute sur le prétexte très commode qu'il fait beaucoup trop chaud. Agitée et allumée comme 10, je m'époumonne à appeler Pierrette. Elle est celle que je n'ai plus la permission de nommer maman depuis mes 5 ans, puisque selon ses dires, cela la vieillit, ce qui n'empêcha nullement notre proximité mère-fille. Je dois donc l'appeler par son prénom, Pierrette, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est ainsi. Avant de venir me border, probablement afin de modérer mes ardeurs, elle hésite entre regarder ma fenêtre fermée pour conserver le peu de fraîcheur durement acquise par la toile opaque demeurée close toute la journée, ou y aller avec le total et l'absurde espoir d'un semblant de mieux-être, puisqu'il n'y a pas la moindre brise à l'extérieur. Finalement, le carreau reste ouvert et la toile relevée. Quelque temps plus tard, ce qui me tire des bras de Morphée, ce n'est pas le fait que je suis en âge, mais plutôt les incessants et puissants jappements de notre chien Ricky. Attaché à sa cabane située à l'arrière de notre terrain de campagne sans voisin immédiat, il n'a pas coutume de nous tenir éveillés, ce qui commence à m'inquiéter. Au persistant aboiement s'ajoute la discussion de ma mère et de ma sœur, dont la volubilité m'intrigue particulièrement, et elle habituellement calme et réservée. Quelque chose se passe pour qu'elle soit aussi animée, sans parler des cliquetis ininterrompus de la chaîne lorsque Ricky en atteint le bout. Il n'y a qu'une solution. « Pierrette! Pierrette! » Le visage en feu, à force de m'égosiller, je repousse de ma joue une mèche de cheveux bruns collée par la sueur. N'obtenant pas le succès escompté, je recommence de plus belle. J'ai une voix qui porte et suis tenace. Je veux savoir de quoi il retourne. Surexcité, je ne peux tenir en place. Sur le point de me lever, Pierrette me répond en toute hâte de la cuisine que c'est probablement une bête traversant le terrain qui a dû énerver Ricky. « Couche-toi et dors », balance-t-elle autoritaire, en priant sans doute quelques saints de son répertoire pour que je finisse par me calmer, et surtout que je n'aille pas les rejoindre. Je relève mon oreiller et m'assieds dans mon lit. « Que se passe-t-il? Pourquoi Ricky jappe depuis si longtemps? De quoi parlez-vous, Francine et toi? Je peux venir? Pierrette! » Je sais pertinemment que mes jérémiades ne les toucheront pas le moins du monde. Voilà pourquoi je ne dois pas attendre d'avoir la permission de ma mère pour aller les rejoindre. C'est alors que ma chambre peinte en rose devient soudainement d'une parfaite blancheur, lumineuse, éclatante. C'est à un point que je ne vois aucune ombre et tout est trop brillant, mais pas aveuglant. Me suis-je endormi sans m'en rendre compte et c'est déjà le matin? L'inexplicable éclairage m'empêche de bien discerner mon environnement et je confonds maintenant l'intérieur avec l'extérieur. Dans un bruissement à peine audible, j'entends Pierrette, Francine et Ricky plus déchaînés que jamais, mais plus rien de ce qui se déroule n'a d'importance. Je ne veux plus les rejoindre et un calme délicieux s'installe en moi. Puis c'est le blackout. Pendant ce temps, de la porte-fenêtre située dans la cuisine du plain-pied de style espagnol où nous habitons, Pierrette et Francine regardent le ciel subjugué par un objet ovale de bonne taille qui s'y tient haut, stationnaire, au-dessus de la maison,
depuis plusieurs minutes. Selon leur dire, elles observent des faisceaux lumineux de couleur bleue provenant de l'engin qui entoure notre terrain et tournent sans interruption dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout au long de la durée de l'événement, elles constatent que Ricky semble avoir la rage et s'étrangle presque à force de tirer et de sauter dans les airs pour atteindre cet objet. Par la démonstration évidente de sa peur, le chien affiche clairement sa position et ajoute sans le savoir une couche de plus aux troubles de ma mère et de ma sœur. Le lendemain, Pierrette nous rapporte à mon père et à moi que son premier réflexe a été d'appeler la police, mais incapable de détacher les yeux un seul instant de la chose immobile dans le ciel par peur de manquer la suite, elle s'en est abstenue. Ma mère et ma sœur nous relatent aussi qu'étonnamment, l'engin est demeuré en place sans mouvement au-dessus de notre maison entre 15 à 30 minutes avant de repartir d'un seul coup à la vitesse de l'éclair. Combien de Noëls se sont succédés nous remémorant cet incident? C'est encore l'un de nos sujets favoris. Mais ça ne l'est plus maintenant parce que ma mère est décédée pas longtemps après que j'ai écrit ça. Donc, après ça, c'est ça, le sujet favori de Noël. Guy en sait quelque chose, il était là plusieurs Noëls pour le savoir, qu'on parlait tout le temps de ça. En passant, ma mère et ma sœur n'ont pas vu l'éclairage blanc que moi j'ai vu dans ma chambre. Donc, pour eux, quand ils regardaient dehors, c'était noir. Il y avait des lumières qui ceinturaient tout le terrain, mais ils n'ont pas pris connaissance de la lumière blanche qui était dans ma chambre. Donc, par la suite, pour savoir ce qui m'était arrivé après le fameux blackout, moi, j'ai fait une régression hypnotique, dont voici un court extrait. Puis tout se passe très vite et le rayon s'arrête au-dessus de... Oh. Excusez-moi. J'ai 12 ans et un calme inhabituel m'enveloppe pendant que j'observe de mon lit une fine ligne lumineuse à l'allure de tiges de couleur bleu métallique s'avancer vers moi à l'horizontale du fond de la pièce. L'éclairage de ma chambre est si éclatant qu'il m'empêche de discerner et surtout de comprendre sa provenance exacte. Une brève pensée m'effleure l'esprit. Normalement, j'aurais dû me mettre à crier, mais simultanément, je constate que j'en serais incapable, car ma bouche est scellée. Soudain, je revois mon corps en position assise jusque-là, être soumis à une mystérieuse force invisible et s'étendre involontairement. En glissant de quelques centimètres vers le pied du matelas, où le renflement de mon drap entassé l'attend. Puis tout se passe très vite. Et 3 petits points. Là, je vous le dirai pas. Vous lirez la suite. Ensuite de ça, ce que je voulais vous lire dans le fond. Puis ce même été-là, il m'est arrivé quelque chose d'incroyablement extraordinaire. C'est ça que, comme je vous expliquais tantôt, c'est ça l'ufologie profonde dans le fond. L'ufologie profonde, c'est le phénomène ovni qui est étroitement imbriqué. Il y a une corrélation évidente entre le phénomène ovni et le phénomène paranormal que l'on vit par la suite. Donc, ce même été-là, à la suite de l'événement ufologique que je viens de vous raconter, je me suis mise à respirer sous l'eau. Donc, voici un court extrait de La naissance d'une sirène. Je vais à présent vous raconter comment j'ai réellement vécu et ressenti à l'âge de 12 ans que j'étais une sirène. Aussi invraisemblable et étonnant que cela puisse paraître, suite à l'événement de l'été 1978, je me suis mise à respirer sous l'eau dans une totale insouciance. Cette nouvelle capacité ne m'a pas fait peur, elle ne m'a même pas surprise. Comme si c'était tout à fait normal, j'ai accepté qui j'étais, une maigrichonne de 12 ans, au teint basané, aux cheveux foncés, qui pouvait demeurer immergée le temps qu'elle le souhaitait. Détail insignifiant pour la jeune fille que j'étais, mais incroyable pour les autres s'ils m'avaient pris l'envie de le divulguer. Ne cherchez pas de midi à 14 heures, j'étais dans un environnement naturel sous l'eau et n'y pensais que très rarement. Personne ne respire dans l'eau, sauf les poissons et les sirènes mythiques, direz-vous. Et vous avez raison. Cependant, pour ma part, l'extraordinaire côtoyait simplement l'ordinaire,
chaque fois que cela venait à moi, sans plus. Afin de fournir toute l'information dont je dispose, voici ce que j'ai fini par observer et me remémorer. Ce faisant, je tente de répondre à toutes les questions que vous allez vous poser. Et là, la suite est dans le livre. Par la suite, dans mon livre, je raconte ma première fois. La première fois avec toutes les émotions, les sentiments, tout ce que j'ai vraiment vécu cette première fois-là. Et par la suite, malheureusement, il y a eu la dernière fois. Donc, la dernière fois, c'est la fois où mon don, ma capacité, c'est la dernière fois que moi je l'ai vécu, en tout cas. C'était à l'âge de 30 ans, donc je vais vous lire un court extrait de ça aussi. Page 49. Entre 16 ans et 20 ans, je perds contact avec mes amis Claudie, Carole et José, absorbés par mon intérêt pour les garçons et ma transformation en jeune femme. Je n'ai plus d'endroit où aller me baigner, et cela m'importe peu. J'ai d'autres buts moins louables, mais combien plus excitants. Ainsi, chaque été, afin d'empocher l'argent nécessaire aux innombrables plaisirs s'offrant à moi, je travaille pour mon père en remplacement de ses employés en vacances. De fil en aiguille, j'en viens à ne presque plus me baigner. Ainsi, ma dernière respiration sous l'eau se produit vers 1983, alors que j'habite encore chez mes parents, non parce que j'ai perdu ma capacité, mais simplement que dans le tourbillon de mon existence, l'occasion ne s'est plus représentée. En 1996, je fais l'acquisition de ma première piscine par un étrange concours de circonstances. Nous l'installons, Georges et moi, l'homme avec lequel je suis en couple, sur le bout de terrain à l'arrière de la maison louée pour notre belle grande famille reconstituée. Ainsi, au cours d'une journée de canicule de cet été-là, et après toutes ces années d'abstinence nullement préméditée, je m'amuse avec les filles de Georges, à qui retient le plus longtemps sa respiration sous l'eau. Évelant, j'embarque dans le jeu. Une fois en pleine action, et afin d'inciter Georges à faire grand cas de ma prestation auprès de ses filles, question de plaisanter, je lui lance avant de m'immerger. Calcule-moi ça, mon beau, assorti d'un clin d'œil espiègle. Après 30 secondes, les petites ressortent l'une après l'autre, mais moi non. Mais puisque mes poumons commencent déjà à réclamer leur dû et que je ne ressens aucunement le déclic qui fait de moi une sirène, je remonte à la surface, après avoir réussi à tenir quelques secondes de plus que les fillettes. « Wow !» mentionne Georges qui prend part à mes manigances. « Tu es resté un peu plus d'1 minute sous l'eau. » La joie au cœur, Georges en fait plus que le client demande pour impressionner ses filles et m'adule à l'image d'une vedette. Encouragé par le ton de la conversation, en riant, et pour ne pas briser le rythme, je réponds « Ce n'est rien. Si je m'y mets, je peux rester éternellement. Regarde. » Excité par mes exploits antérieurs qui me reviennent à l'esprit, je replonge, telle une écervelée, et sans intention précise, puisque dans les faits, je n'ai jamais rien contrôlé. Avec étourderie, je me laisse emporter par l'émotion du moment. Cette fois, ces 2 filles, les plus âgées, de 9 ans et 12 ans, replacent leurs masques pour ne rien manquer. Moi, je leur parle par signe et m'amuse comme une petite folle. Le poids des années écoulées sans déclic n'a aucune prise et rien n'aurait pu empêcher ce qui va suivre. Pendant que ces filles font leur diablesse pour retenir mon attention, je suspends mes niaiseries pour les observer avec tendresse. De loin, le besoin pressant de respirer à nouveau tente de me sortir de ma léthargie pour me faire retourner à la surface, mais l'amour qui m'enveloppe annihile le tout et c'est peine perdue. Alors que je ne me prends pas le moins du monde au sérieux, voilà que mon déclic intérieur s'arrime doucement. Le mécanisme bien huilé et aussi près qu'un scout fonctionne comme au premier jour. Je retrouve ma sirène, mon bonheur trop longtemps mis de côté. Je redeviens instantanément elle, celle que je n'ai jamais cessé d'être. Animé de sentiments contradictoires, j'ignore la béatitude présente pour me remettre à faire de comiques grimaces aux fillettes dans le but de ne pas les inquiéter. Celle-ci remonte, aspire une bouffée d'air frais et dans un grand état de surexcitation replonge à plusieurs reprises afin de continuer à jouer avec moi. Ayant momentanément oublié Georges, je suis surprise à percevoir un bras descendre dans ma direction et fouiller l'eau. Celui-ci empoigne vigoureusement ma tignasse et hisse ma tête à l'air libre en m'arrachant probablement au passage une poignée de cheveux. Les larmes aux yeux de douleur, je m'adresse fermement à Georges qui n'a pas encore lâché sa prise. « Qu'est-ce qui te prend? »« Tu es folle, » crie-t-il hors de lui, frappant l'eau de sa main. « Calme-toi, je fais ça depuis que je suis toute jeune, je suis habituée. »«
Mon cœur bat dans ma gorge, mes veines se vident, il me rend nerveuse. Je tente par tous les moyens de le rassurer, de lui faire comprendre les choses, mais il est borné. De quoi tu parles? Tu veux mourir? Crache-t-il tel du venin vers ma figure, en intimant à ses filles désolées de la scène de sortir de la piscine. Tu n'y es pas, laisse-moi te montrer que c'est sans risque. Et compte le temps que je vais demeurer sous l'eau, mais le plus important, ne me lâche pas des yeux. Je vais communiquer avec toi sans arrêt par signe et tu verras que je vais bien. Je lui parle doucement pour l'amadouer et surtout l'apaiser. Je me dis également que puisque je venais d'avoir le déclic, il serait sans doute facile pour moi de respirer à nouveau sous l'eau. T'es la réincarnation d'Houdini, c'est quoi ton truc? Explique-toi si tu veux que je me calme. Et là, à cet homme que je vais quitter 1 an plus tard, j'offre le secret de ma nature, jamais dévoilé auparavant. Jamais. Impassible, Georges m'écoute dans une totale incompréhension et ignore mes infructueuses tentatives d'éclaircissement au demeurant illogiques pour lui. Sa bouche agitée de tics nerveux, inhabituelle de sa part, m'absorbe et m'avilit. Je n'y vois plus clair. Puis, prenant mon courage à 2 mains, je fonce. À force d'explications, étourdi, Georges cède, surtout, je crois, pour établir l'impossibilité de la chose. Pendant que ses 2 filles plus âgées partent en direction de la maison se chercher une collation et que les plus jeunes dorment dans le parc ouvert sur la pelouse non loin de nous, il me donne une dernière occasion de faire mes preuves, ce que j'accepte, pressé de lui montrer qu'il s'est mis en colère pour rien. Une fois immergé, la surface trouble me laisse apercevoir un Georges brouillé, le bras levé, qui regarde son bracelet-montre. Je lui fais signe que tout va bien et il lance son chronomètre. Attendu que je viens à peine de respirer sous l'eau, je mise sur le fait que je peux le refaire en m'immobilisant et me relaxant, ce qui ne sera pas facile vu l'état dans lequel je suis. Mais c'est plus fort que moi, ma priorité pour l'heure étant de lui prouver qu'il a eu tort de s'être ainsi fâché. Je me concentre donc sur de beaux souvenirs en tentant de me tranquilliser, et bien que les circonstances ne s'y prêtent pas vraiment, de manière inespérée, je redeviens sirène. À chaque minute qui s'écoule, Georges déplie un doigt de ses 2 poings tendus devant lui. Je suis tout sourire et lui démontre par signe que tout se déroule tel que prévu, en me tenant à l'échelle pour demeurer au fond. Contre toute attente, il tient bon et je décide de pousser un peu plus dans le but de m'assurer qu'il ne subsiste aucun doute dans son esprit quant au fait qu'il ne s'agit pas d'apnée. Puis, étonné du temps accordé, je me dis qu'à ce point, il doit avoir compris. Cette fois, je remonte librement et non sous sa contrainte, après ce qui m'a semblé être une période de 15 à 30 minutes. Ce que j'ai devant moi, l'homme qui me fait face, ce n'est pas Georges. C'est la suite dans le livre. Et là, pour terminer, si vous voulez, je vais vous faire la lecture d'une vraiment toute petite histoire complète. C'est ça, elle n'est pas longue, mais là, celle-là, elle va être complète. Dès notre premier été, ça se passe avec Guy. Donc, dès notre premier été à Saint-Césaire, en 1998, l'attrayant terrain en bordure de la rivière Yamaska, dont Guy et moi étions les heureux propriétaires, est agrémenté d'un quai pour y amarrer un pédalo et un bateau, ainsi que d'un espace pour une tente roulotte et bien évidemment un foyer extérieur. Le tout étant situé sur la section inondable du terrain, nous ne sommes nullement inquiets, puisque selon les voisins qui utilisent autant que nous leur terrain dans cette portion, la crue des eaux ne se produit qu'une fois l'an, au printemps, comme c'est le cas partout au Québec. Nous pouvons alors nous attendre certaines années à une embâcle sur la rivière, nous laissant de colossaux blocs de glace au retrait des eaux, qui mettent plusieurs jours à fondre. Une personne avertie en vaut 2, et chaque automne, Guy et moi remontons tous nos équipements dans le but d'éviter ce genre de problème. Puis revient la saison estivale, entraînant avec elle la chaleur et l'installation de notre roulotte. Guy doit également replacer la dizaine de marches de ciment afin d'avoir à nouveau accès au quai environ 3,5 mètres plus bas que le terrain, qui se fait presque arracher par le fort courant de la montée des eaux printanières. Chaque matin de week-end où le soleil est au rendez-vous, tout au bout de la plateforme de bois auquel est attaché notre bateau de 5 mètres et notre pédalo, Guy et moi savourons notre café en saluant les pêcheurs déjà à l'œuvre. Lors de ces moments magiques, nous regardons souvent vers le haut des marches et une fierté évidente nous habite pendant que nous admirons le fruit de nos dépenses par l'achat de notre tente roulotte d'un côté de l'escalier de fortune et de l'autre le foyer de briques extérieures ainsi que ses bûches en attente de belles soirées.
le 19 mai 2006, tandis que Guy et moi roulons sur le rang du bas de la rivière Nord en direction de notre résidence, du siège passager, je perds temporairement la vue de la route, remplacée par notre tente roulotte à moitié engloutie dans l'eau. Je pousse un cri de stupéfaction qui me sort sur le champ de mon état, alors que Guy sursaute. Les essuie-glaces balaient frénétiquement le pare-brise et il me demande ce que j'ai. En arrivant à la maison, il faut que tu enlèves la tente roulotte de là parce qu'elle va être inondée. Es-tu malade? Me répond-il scandalisé à l'avance par le surplus de travail que cela lui occasionnerait. Je ne mens pas, je viens de la voir dans l'eau. La voir? Oui, aussi vrai et réel que tu te trouves à côté de moi. Guy, déjà au courant de mon tumultueux passé en la matière, prend cette fois le temps de réfléchir. Écoute, Chantal, ça doit être à cause de la grosse pluie qui tombe à l'heure actuelle. Ce pressentiment, ou vision si tu préfères, doit te venir de là. Tu n'as rien à craindre, puisqu'à part au printemps, l'eau de la rivière ne monte pas si haut et sûrement pas à la fin mai. Tu ne comprends rien à rien, je te le répète. Tu remontes la tente roulotte ou c'est moi qui le fais. Plus il argumente, plus ma vision s'estompe en même temps que l'urgence qui l'accompagne. Je connais par cœur le côté maniaque de Guy au moment d'installer la tente roulotte au millimètre près selon ses goûts. Si nous y retournons, c'est une grosseur de manœuvre très ennuyeuse qui nous attend. Comme je n'ai aucune preuve de ce que j'avance et que je n'ai surtout pas le goût de recommencer cette tâche ingrate, je lâche prise et laisse décider. Après tout, selon les probabilités, Guy a sans doute raison, puisque depuis les 8 années que nous y résidons, il ne s'est jamais rien produit de semblable. Le lendemain matin, la tente roulotte est bel et bien dans l'eau, et la moitié de notre terrain aussi, comme dans ma vision. Ça, c'est la photo. Ouais. Alors que je suis incertaine du remboursement de cette perte par l'assurance, compte tenu de la nature de l'événement, je ne me gêne pas pour lui remettre mes avertissements sur le nez et donc lui répéter que s'il m'avait cru, nous aurions pu la sauver des eaux. Penaud, il tente de me faire comprendre que n'importe quel conjoint à sa place aurait fait la même chose que lui. C'est à ce moment que je réalise que chaque fois que je raconte quoi que ce soit d'un temps soit peu surnaturel, peu importe la personne la plus apte à me croire ou non, je ne suis jamais prise au sérieux. Lui aurait dû tenir compte de ma mise en garde étant donné que je lui avais déjà confié les nombreuses visions de mon passé. Alors que finalement je déclare forfait, j'aurais dû m'entêter, accorder foi aux messages reçus et l'obliger à remonter la tente roulotte. Je prends conscience aujourd'hui que je n'ai pas de leçon à donner puisque la plupart du temps j'ai moi-même outrepassé mes propres avertissements. Ce que Guy vient de m'affirmer est d'une évidente justesse. Dans mon livre, j'explique même que j'ai été une câline de grosses périodes de ma vie, que j'ai été vraiment malade, mais que j'avais pas de maladie, là, dans le sens que j'ai été mis à l'arrêt parce qu'il fallait que j'arrête de travailler pour les autres pour me consacrer à autre chose, à l'écriture. Parce que si j'aurais continué, parce que moi, j'ai toujours eu des postes de haut niveau, j'étais directeur général d'une imprimerie ici à Granby, puis j'ai toujours eu des postes clés dans les entreprises et tout ça. Puis le temps que je travaillais, je me consacrais 100% corps et âme à mon travail. J'étais dédiée entièrement. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, je me suis réveillée. J'avais mal partout. Après ça, j'ai eu une capsulite de l'épaule droite, une capsulite de l'épaule gauche. J'ai fait un zona. J'avais des bouffées de chaleur jour et nuit. En tout cas, il n'y a rien qui n'arrivait pas. J'ai été étourdie tout le temps. J'ai été pendant des années et des années incapable de travailler. Il a fallu que j'arrête tout au complet. Et après ça, ben là, c'est là que je me suis mis à l'écriture. C'est bizarre, c'est... On dirait qu'on m'a obligé à arrêter de me vendre pour travailler. Tu sais, on se vend quand on travaille, dans le fond, pour faire autre chose. C'est comme si on m'a poussé à faire autre chose, mais je ne sais pas pourquoi. Même que dans mon livre, j'ai une histoire que j'écris, comme quoi j'ai fait une pneumonie et puis que j'étais considérée que je mourrais. Il y avait 3 médecins devant moi qui sont venus me dire « C'est fini, c'est la fin, tu vas mourir, tu as une pneumonie. » On a tout essayé, ils m'ont donné des antibiotiques maximum, 3 sortes. Puis là, ils sont rentrés dans ma chambre et m'ont dit « C'est terminé. On est désolé, mais c'est la fin. Prépare-toi à la fin et tout ça. » Et puis, ils sont sortis de ma chambre et puis là, il est rentré quelqu'un qui m'a dit « Non, tu mourras pas. » C'était un prêtre. Un prêtre habillé comme dans l'ancien temps, avec une soutane, comme dans l'ancien temps, comme ça n'existe plus aujourd'hui. Les prêtres sont plus habillés comme ça.
Moi, je pensais que les médecins m'avaient envoyé l'aumônier de l'hôpital dire, bon, c'est l'extrême onction, je sais pas, là, tu sais. J'ai aucune idée. Il est venu me voir, il est rentré dans ma chambre, il m'a dit, tu mourras pas. Je laisserai pas ça arriver. Tu as un petit garçon d'1 an, Mathieu. Il dit, oui, oui. Il dit, t'as un petit garçon d'1 an. J'ai dit, bon, ben comment il fait pour savoir, premièrement, que j'ai un garçon d'1 an? Bon, il a dû lire mon dossier, en tout cas, peu importe. J'étais assez bouleversée. Moi, je venais d'apprendre que j'allais mourir, tu sais. Puis il m'a dit ça, il dit, tu mourras pas, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben ça me fait... Là, il va me demander de prier, ça me fait une belle jambe, là, tout ça, là, tu sais. Puis là, il m'a fait un sourire en voulant dire, j'ai compris ce que tu me dis, non? Ça... Et là, il est ressorti. Puis le soir même, j'ai recommencé à manger. Le lendemain, je tenais sur mes jambes. Puis je pense 3 jours après, je sortais de l'hôpital. Puis les médecins m'ont dit que quand ils sont venus me revoir 3 jours après, ils m'ont dit, tes poumons sont aussi parfaits que tout le monde. Il n'y a plus rien. Ils n'ont pas dit le mot miracle parce qu'eux autres, c'est des médecins. Ils ont dit, on ne comprend rien. Sauf que toute ta vie, tu vas... Là, je suis en train de tout vous la compter, hein, finalement. Sauf que toute ta vie, tu vas avoir des récidives, tu vas faire des pneumonies à répétition. C'est immanquable parce que tu étais tellement atteinte et tout ça. J'ai dit, ben, coudonc, j'ai 22 ans, j'avais 22 ans dans ce temps-là, 23 ans, 24 ans, en tout cas, je n'étais pas vieille. Il dit, en tout cas, là, je suis encore en vie, c'est ça qui est important. Je sors de là, j'ai plus jamais refait une pneumonie de ma vie. Jamais. Je pense que l'humanité est en changement et en évolution présentement. Il y a beaucoup, beaucoup de changements qui se passent partout sur la planète, on le voit, tu sais. Mais c'est sûr que de dire à quelle vitesse ça va aller, est-ce qu'on va connaître ça de notre vivant, est-ce qu'on va assister à quelque chose de grandiose ou pas? Tu sais, moi, je suis pas un devin, je suis pas un messie non plus, je suis pas un médium, je suis rien, je suis juste Chantal Goupil. Bien, c'est sûr que, tu sais, on peut pas être tout seul dans tous ces univers-là qui existent partout. C'est impossible, là, premièrement. De penser ça, c'est comme de penser qu'il existe juste une rose. S'il y a une rose, il y en a plein. Si on est ici, il y en existe ailleurs. Je veux dire. Comme Nicole, c'est le prochain auteur. C'est fort intéressant aussi, son histoire. Ben, on a tous chacun notre histoire qu'on raconte à notre façon parce qu'on n'est pas à la base des écrivains comme tels. Je dirais que quand j'ai fait la régression hypnotique, ce qu'ils m'ont fait dans le vaisseau en haut, là, on m'a vraiment envoyé comme des espèces de hiéroglyphes, comme toutes des choses dans ma tête. Et puis quand je suis sortie de la régression, j'ai même tout de suite dessiné, tu peux le montrer, peut-être le dessin, là. J'ai dessiné un de ces symboles-là. Et je l'ai envoyé à Jean Cazot, puis Jean Cazot, il m'a dit « Ah ben tabarnouche ». Il dit « J'ai un autre cas d'un autre », puis là, il me l'a nommé, l'autre personne qui était un de ses témoins. Puis il dit « C'est exactement le même genre de symbole que toi, exactement ». Juste pour vous le dire un peu. Puis d'un seul coup, des symboles que je ne connais pas remplacent le tout et m'encerclent. Là, je vais vous dire la phrase, là. Je ne sais même pas ce que ça veut dire moi-même. Si quelqu'un le sait, dites-moi-le. La transcendance énergétique peut se transformer en énergie distendue. J'entends dans ma tête ma voix prononcer ces paroles qui n'ont aucune signification pour moi encore à ce jour. La transcendance énergétique peut se transformer en énergie distendue. Quand j'étais avec eux autres en haut, à un certain moment, il y a des choses qui rentraient dans ma tête, puis à un certain moment, il y a des choses qui sortaient de ma tête. Puis là, j'ai eu peur. J'ai dit, ils sont en train de me vider de mon essence. Puis là, je me suis mis à paniquer. Et puis là, après ça, j'étais avec un être qui était tout blanc, qui était grandeur à peu près d'une personne de petite taille. Ben, comme des petits gris. Moi, je connais rien là-dedans, là, mais il y avait une grosse tête, qui était tout blanc. Il y avait des grands yeux noirs, pas d'oreilles. Juste des trous pour les narines, une fente pour la bouche, un petit cou, des bras longs, squelettiques, pas de vêtements, c'était vraiment comme tout blanc, égal. On ne pouvait pas dire qu'on voyait de sexe à nulle part non plus. Puis il y en a un qui faisait ça avec moi, puis là, quand j'ai paniqué, il est arrivé un deuxième, puis le deuxième l'a juste comme touché, puis les symboles ont arrêté comme d'affluer. C'est dans le livre? C'est tout dans le livre, oui. Oui, c'est tout dans le livre, tout bien écrit. Toute la régression a tout été écrit. Je l'ai vécu 5 fois au total, cette régression-là, parce que c'était très difficile. Je pleurais, je criais, puis tout ça. Puis à chaque fois, c'était tout le temps identique.
Sauf que je rajoutais des détails tout le temps d'une fois à l'autre, mais tu sais, quand tu fais quelque chose comme ça, une régression, tu le revis, mais quand on te le fait revivre 5 fois, c'est vraiment quelque chose de très éprouvant, mais c'était identique en tout point les 5 fois à toutes les fois. Sauf qu'il se rajoutait toujours des détails de plus, tout le temps. Mais là, après 5 fois, je n'étais plus capable. Mais c'est sûr que c'est un privilège d'avoir vécu ça, puis de vivre ça encore, tout ça. Mais si au moins, si je serais capable de contrôler quelque chose là-dedans, tu sais, ça serait le fun. Ce que je peux dire, c'est ce qui est déroutant pour vous, pour nous, c'est comme devenu une forme d'habitude parce que ça nous a suivis de toute notre vie. Moi, depuis l'âge de même 8 ans, je vivais des choses, mais j'ai commencé à en parler juste à 12 ans. Mais il reste que, excusez ma dentition, j'ai de la misère à parler à soi, mais il reste que, c'est comme vous, votre vie aujourd'hui, elle est normale. Bien, pour nous, c'est devenu ça, normal. Puis en même temps, c'est comme s'il y a une acceptation aussi qu'on sait qu'on ne vient pas d'ici, on vient d'ailleurs. Donc, on a accepté ça aussi. Puis de l'avoir écrit, le livre, ça l'a comme coulé ça. Je ne sais pas comment. C'est comme si ça l'a fermé la boucle. C'est une intelligence qui est ailleurs, mais c'est eux autres qui nous ont formés, c'est eux autres qui reviennent nous revoir, puis nous envoient par petits bouts des affaires pour qu'on le transmette à d'autres aussi. Mon livre, il va sortir le 5 décembre, puis le titre, c'est « Les secrets de ma chambre forte ». Moi, j'ai été opérée par les extraterrestres et j'en ai pris conscience, oui, parce que on a prouvé 20 ans plus tard que, par une radiographie, que j'avais vraiment été opérée. C'est une de mes histoires dans mon livre. C'est ça, j'ai eu un accident à 18 ans, oui, puis je suis tombée le dos sur une roche. Je revolais à peu près 10 pieds plus loin, puis j'ai tombé le dos sur une roche. Puis je me suis pas relevée de là, j'étais 2 heures à pas marcher. Ma mère et le boucher m'ont ramenée à la maison, puis j'ai resté 2 heures sur le divan. Puis quand j'étais répondre au téléphone, c'était pour nous faire annoncer qu'un oncle était décédé. Là, j'ai pu me lever, mais je me tenais après un meuble pour me rendre au téléphone, parce que les téléphones, dans le temps, ils étaient encore accrochés après le mur. On les avait pas dans nos mains tous les jours, partout. Mais c'est ça. Puis j'ai fait le rêve 2 nuits après, puis pour moi, c'était pas un rêve, mais j'ai choisi de le mettre dans la case oubli jusqu'à l'âge de 40 ans, où je me suis fait mal dans le dos encore, puis là, j'étais allée voir des chiro, puis là, on m'a dit « T'as été opérée, toi? » Non, j'ai pas été opérée. La seule fois que j'étais allée à l'hôpital, c'est pour accoucher. Fait que... Juste pour vous dire, quand j'ai connu Guy, ça faisait 1 an que j'avais laissé l'autre qui m'avait Georges, supposément, Georges, c'est ça, qui m'avait traumatisé, que j'ai eu vraiment peur, tu sais. Et puis, Guy, quand je l'ai rencontré, je savais que lui, il était très spirituel déjà d'avance, puis je savais qu'il serait capable de le prendre. Puis moi, j'avais plus rien à perdre, parce que je savais que c'était fini pour moi, ça, cette histoire-là. Tu sais, je savais qu'il m'avait fait tellement peur que ça reviendrait plus. Puis c'est la première affaire que j'y ai dit, on commençait à sortir ensemble. Et boy! On s'assoit au restaurant, une des premières fois qu'on s'assoit au restaurant ensemble, j'y raconte tout ça. Je te fais respirer en dessous de l'eau, et tabarnouche! Ouh! Ouais! Mais c'est ça. Puis, tu sais, souvent, je suis revenue là-dessus à lui dire, Colin, parce que ça faisait juste 1 an que c'était arrivé, cet événement-là traumatique, tu sais, que je disais à Guy, mais comment je te l'ai annoncé exactement? Tu sais, redis-moi donc ça. Parce que, tu sais, pour moi, tu sais, je veux tellement, tu sais, comme, tu sais, valider que j'y avais tout raconté ça déjà à l'époque, puis tout ça. Mais, tu sais, on a de la misère, même nous autres, en tant que tels. C'est difficile, des fois, d'accepter l'impossible comme ça, tu sais. Moi, j'ai tout vécu ça, mais moi, tu sais, comme j'arrête pas de le dire encore, je regarde mon livre, je dis, mais tu sais, Caroline, il me semble que c'est rien. Tu sais, c'est rien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est rien. Mais je pense qu'il y a une plus grande ouverture aussi d'esprit maintenant, tu sais. Les gens sont beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient avant, ça fait que... Oui.